Ya Silio. Super dédicace à tous ces aigris qui en veulent à leur prochain. Tout simplement parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Sachant qu'on n'a pas mangé les oignons ensemble. Il est très important de respecter la vie des autres. C'est ça aussi la vie. J'ai beau marcher dans tous les coins du marché pour essayer de prêcher mes péchés, mais les gens me font chier. Autour de moi, que d'insultes, mais ça ne fait aucun poids sur mon doigt car j'ai tourné la page et ta page sur mon âge après mon passage sur cette large marge des visages qui me dévisagent. Donc j'ai la rage qu'on les fasse un test de dopage, de dépistage pour couvrir mes arrières, tu sais. Sous mon toit, je garde encore ma foi. C'est d'ailleurs pour ça que je vois de très loin ces personnes qui sont tombées sous la balle de ces occidentaux qui justifient le fait de s'introduire dans nos pays pour imposer les dictats à nos chefs d'État. J'ai vraiment mal de me retrouver encore à cette époque où on se croit à l'esclavage. Et c'est pourtant le lavage de cerveau qu'il faut revoir. Je tiens mon micro et avec mes crocs, je défends ma peau. Je suis sûr et certain que certains voient où je vais en venir. On en veut à ma mort, c'est pourquoi d'ailleurs je donne rendez-vous à ces personnes autour de ma tombe. Ils verront mes larmes couler pour ces disparus. C'était un soir où j'ai appris que des personnes armées se gèrent dans mon pays pour faire connaître leurs lois. Sachant que moi j'ai voté une loi. Ya. Comme dans le passé, on me traite toujours de négro, j'ai rien à dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin qu'on puisse avoir la même opinion, afin de pouvoir converger dans le même sens, nous pauvres Africains. Jusqu'à quand allons-nous nous livrer à ces personnes qui nous traitent comme des moins que rien? J'ai mal de voir mon peuple s'entretuer. Ouais. Super dédicace à toutes ces personnes qui ont bravé leur cœur haut en avant afin d'encaisser tous ces coups. Super dédicace à Johnny Pacheco, super dédicace à Laurent Gbagbo, super dédicace à Blégou Descharles, super dédicace à Gadi Seli, super dédicace à Serge Kassi. Voilà, moi je vais profiter pour dire super dédicace à Annie Kelly, super dédicace à Mamadou Ben Soumaoro, super dédicace à tous ces patriotes qui sont morts les armes à la main, super dédicace au président Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit dans la chanson, super dédicace à toutes ces personnes-là qui soutiennent jusqu'à aujourd'hui la cause de la Côte d'Ivoire, la cause des Africains, la cause du citoyen ivoirien, la cause du citoyen africain. Je suis super dédicace à toutes ces personnes qui continuent le combat avec nous, super dédicace à tous ceux-là même qui ont tout compris et qui veulent vraiment un grand changement qui ne va pas tarder. Voilà, donc super dédicace à toutes ces personnes-là. Maintenant, cette vidéo, c'est simplement pour vous donner un aperçu de comment est-ce que ces Occidentaux réussissent à mettre la main sur nos dirigeants qui ont choisi de se détourner de leur vouloir, mais plutôt de s'intéresser au devenu de leur patrie, au devenu de leur peuple. Alors, comment ils font pour mettre la main sur ces dirigeants-là? Nous allons parler de ça aujourd'hui. Je vous prie de suivre. Et pourquoi ils cherchent forcément à appauvrir la Côte d'Ivoire? Pourquoi ils cherchent à appauvrir l'Afrique? Pourquoi ils favorisent les guerres en Afrique? Là, je vous prie d'abord de regarder comment est-ce qu'ils font pour mettre la main sur nos dirigeants. Comment est-ce qu'ils font pour mettre la main, pour localiser nos dirigeants. Parce que quand on a posé la question de savoir où était Patrick Lumumba, c'est par interview et c'est par cette même méthode qu'ils ont procédé pour savoir, quand ils voulaient savoir où était le colonel, le guide Kadhafi. C'est par cette même méthode
Hein, quand ils veulent savoir où était Laurent Gbagbo, je vous prie de regarder comment ils font pour capturer nos différents chefs d'État. Et puis on va revenir sur la vidéo. A tout de suite. Ciao, ciao. Vous vous souvenez certainement de ce sujet explosif dans le 90 minutes de décembre sur les événements en Côte d'Ivoire. C'était une enquête de Stéphane Auman. On montrait par l'image que effectivement l'armée française avait peut-être dispersé des manifestations de civils ivoiriens avec des moyens surdimensionnés, les hélicoptères. Bonjour Monsieur le Président, je suis très ému de vous avoir au téléphone. Comment vous portez-vous ce soir? Oh, un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que les négociations avancent? Ah, vous allez un peu trop vite en besogne. Hein? Ah. Je vais vous décrire ce qui s'est passé. La semaine dernière, Oui. Les forces de Ouattara, que nous appelons ici les rebelles, mais bon, vous n'êtes pas obligé de partager notre terminologie, ont pris beaucoup de villes en Côte d'Ivoire et sont rentrés à Abidjan. Alors, l'armée régulière a contre-attaqué. Et au moment où l'armée pensait les avoir suffisamment affaiblis sur Abidjan, et donc s'apprêtait à prendre la contre-offensive pour aller à l'intérieur du pays, hier, lundi, la France a opéré des frappes aériennes avec des avions de guerre et a bombardé des sites stratégiques de la capitale de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Allô? À Bobo, toutes les positions du général Ibrahim Koulibaly sont attaquées par les FRC depuis ce matin. Le combat à l'arme lourde depuis 8 heures. Et où est Ibrahim Koulibaly? Ibrahim Koulibaly, il est à son sujet. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui parler? Il est au téléphone avec l'ONUC. Dites-lui que c'est la voix de l'Amérique. D'accord, restez en ligne alors. Oui, allô? Idriss, je n'ai pas le temps actuellement, nous sommes en plein combat, je vous te dis honnêtement. Je ne peux pas discuter actuellement. Qu'est-ce qui vous attaque? Donc c'est les forces nouvelles qui m'attaquent, les FRC qui m'attaquent, il n'y a pas de personne. Soro qui m'attaque, il n'y a pas de force. Merci beaucoup. Si bien qu'il finit par se montrer à la télévision, brièvement, au soir du 21 février, visiblement ébranlé. Alors les camarades, je suppose que vous avez votre petite idée là-dessus. C'est tellement simple. Comment ils font pour capturer nos chefs d'État? C'est tellement simple. Vous savez, le blanc pense qu'il est trop intelligent. Il pense qu'il a affaire à des cons. Mais c'est vrai, il a affaire à des cons. Il a affaire vraiment à des cons. Parce que nos présidents, quand je dis nos présidents, c'est trop dit. Les gens qu'ils contrôlent, ces gens se font passer pour des cons. Donc ceux qui les suivent sont des cons avec. Raison pour laquelle je dis ceux qui suivent Alassane Ouattara, excusez-moi, hein, vous continuez d'être des cons. Parce que eux-mêmes vont vous montrer que vous êtes des cons. Par la suite de cette vidéo-là, je pense que le lavage de cerveau, là, vous allez confirmer ce que je vous dis. Alors, c'est juste une parenthèse. Hein. Vous avez vu un peu la méthode, comment ils font pour mettre la main sur nos chefs d'État. Je suppose que vous avez deviné. Ils appellent nos chefs d'État pour connaître leur position. Pendant qu'ils sont en communication avec nos chefs d'État, ils détectent où ils se trouvent précisément. Raison pour laquelle quand on demandait après M. Mohamed Kadhafi et que personne ne savait s'il était encore en Libye ou il avait quitté la Libye parce que les gens disaient qu'il s'apprêtait à aller vers la Somalie. Les gens ont confirmé que non, il est encore en Libye. Tout simplement parce que là, soi-disant journalistes, ce sont des espions. Ceux qu'ils appellent journalistes, ce sont des espions. Ce sont des gens, on leur prépare un test. Et on leur dit, il faudrait lui poser des questions jusqu'à tel degré, c'est-à-dire à telle minute. À telle minute, ça suffit pour nous largement de savoir où il se trouve. On va le localiser. Donc, pendant qu'ils vous appellent, vous êtes en train de parler. Eux, là-bas, ils sont en train de vous localiser. Ils sont en train de localiser nos hommes. Nos chefs d'État. Parce que moi, ces hommes-là, ce sont nos chefs d'État. Ceux que les Occidentaux sont contre leur gouvernance, ceux-là sont nos chefs d'État. Mais ceux que les Occidentaux applaudissent, ceux-là sont nos ennemis. Donc là, ils localisent nos chefs d'État suite à un coup de fil. Et regardez, quand on appelle Kadhafi,
les jours qui suivent, on va le localiser, on va l'assassiner. Quand on appelle IB, la minute qui suit, on va le localiser, on va l'assassiner. Quand on appelle Laurent Gbagbo, les jours qui suivent, on va le localiser, on va l'arrêter. Voilà comment ils ont toujours procédé. Ils ont procédé toujours de cette même manière. Depuis Thomas Sankara. Quand on va avoir Thomas Sankara. Alors l'histoire de Thomas Sankara nous dit que Thomas Sankara a reçu un coup de fil. Et c'est la suite du coup de fil, quand il déposait son téléphone, que des gens sont rentrés dans la salle. Ils sont rentrés dans la salle, il était avec ses ministres, quand on les a arrosés. C'est comme ça qu'ils font pour localiser nos chefs d'État, et c'est comme ça qu'ils font pour les atteindre. Maintenant, pourquoi ils le font? Les gars, on va suivre le pourquoi ils favorisent les guerres. Pourquoi les gars, ces gens qui sont là-bas, les guerres là, en Afrique les arrangent. Mais bientôt, ça ne sera plus en Afrique. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les gens qui sont à l'aise, qui croient que eux, ils sont à l'abri. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Quand nous on parle, vous venez et vous nous insultez. Vous nous insultez. Aujourd'hui, les injures ont diminué. Avec Dieu vérité, ça commence maintenant à être d'accord. Parce que je vous avais dit, le temps là, tout va se savoir. Aujourd'hui, c'est en train de se savoir. Maintenant, vous les moutons qui continuent toujours de dire Alassane là, pour vous arrive, est-ce qu'on est pressé? Pour vous arrive. Bon les gars, je veux que vous écoutiez le pourquoi ils favorisent les guerres en Afrique et pourquoi on doit implanter chaque dirigeant à la tête de nos nations. Je vous dis, et puis c'est pas nous qui le disons, hein. Regardez celui qui le dit. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine, l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont voulus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Et nous sommes en train de créer la guerre. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était déjà aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens, pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera. Alors, pour des idiots qui continuent d'acclamer les gens que les Occidentaux acclament, vous dites quoi? Peut-être celui-là aussi, c'est un pro-Gbagbo. Ou bien c'est un pro-Bédié. Vous dites quoi?
Je pense quand on a les oreilles là, c'est pour entendre. Quand on a l'esprit, c'est pour réfléchir. On ne peut pas rester mouton tout le temps. On est tellement égoïste. On pense tellement à sa poche et à son ventre qu'on oublie que si on était dans une ville où on était dans un monde et qu'on se retrouvait toute seule, sans personne autour de nous, sans même un enfant autour de nous, à quoi allait servir notre argent? À quoi allait servir nos biens? Mais effectivement, c'est parce qu'il y a des hommes, c'est parce qu'il y a des gens qui nous accompagnent dans nos démarches, raison pour laquelle l'argent a de la valeur, les maisons de la valeur, les voitures de la valeur. Sinon, si on te met au milieu de l'argent, on te met au milieu des voitures, on te met au milieu des maisons, on te met au milieu de tout ce que tu convoites, et puis il n'y a personne. Il n'y a personne, tu sors de la ville, elle est déserte, l'argent est devant toi, maison est devant toi, voiture est devant toi, et puis on te dit tout ça c'est pour toi, tu es seul. Mais tu vas aller trouver Diallo où pour lui donner l'argent pour manger du pain. Tu vas aller trouver Maïmouna où pour lui donner l'argent pour boire baka. Tu seras toi-même ton boulanger, toi-même ton mécanicien, toi-même ton cultivateur, toi-même tout ce que tu veux. Tu pourras tenir tout seul. Mais c'est à cause des autres que l'argent a de la valeur. Alors vous êtes là, et puis une personne dit qu'il veut vous diriger. Et cette personne-là prend des milliards. Il met entre les mains d'un certain nombre de personnes. Et puis il demande à ce qu'on vienne vous tuer, on vienne tuer vos frères. Et puis cette personne-là aujourd'hui s'assoit pour vous l'appeler Ado Puissancy. Il est Puissancy. Et puis lui-même, il doit avoir honte. Quand on dit Ado Puissancy, là, ça doit te déranger. Puissant en quoi? Puissant en quoi? Quand on dit Gandhi Puissancy, oui, il est fier. Je suis puissant par ma parole. Je suis puissant pour mon amour. Je suis puissant parce que je veux la paix. Quand on dit, comment ça s'appelle? Nelson Mandela, puissance, oui, voilà quelqu'un qui a repris un pays sans même verser le sang. Donc il n'a pas dérangé. Il n'a pas une conscience qui est touchée. Il a un moral qui lui permet de savoir qu'il part de ce monde-là, laissant derrière lui des personnes qu'il a laissées dans la paix. Laissant derrière lui des personnes en paix, des personnes en liberté. Donc, quand on dit Ado Puissance, son puissance, c'est où? Il est trop fort. Il a tué trop de personnes. Mais vous qui dites Ado Puissance, ces gens-là, ils sont morts. Vous êtes contents. Ils sont morts. Autant vous accordez de l'importance à votre vie, c'est comme ça, eux, là, ils accordaient de l'importance à leur vie. C'est comme ça, ils accordaient de l'importance à leur vie. On dit que Gbagbo a tué. Ah bon? Gbagbo, il a tué. D'accord. Donc, Alassane, il a ressuscité les gens qu'on a tués. Alassane, il a ressuscité les gens qu'on a tués. Donc chez vous, là, il y a un bon criminel et puis il y a un mauvais criminel. Maintenant, il a la CPI, ça va faire 6 ans. On amène témoin, on dit bien tu as témoigné. Où est preuve qu'ils suivent? Eux-mêmes disent qu'ils ne connaissent pas. Preuve là n'est pas suffisant. On amène des images où des gens, hein, on dit, il est là à Mabamba. Faut te coucher, c'est pas encore fini. On met 100 sur lui. Est-ce que vous avez besoin de mettre 100 sur quelqu'un? Moi, si on m'envoie la CPI d'aller témoigner comme Ouattara là, preuve là, même le juge n'a même pas besoin de deuxième témoin. Le juge n'a même pas besoin de deuxième témoin. Preuve là, c'est beaucoup. Quand on dit il a tué l'homme, c'est beaucoup. On n'a pas besoin d'aller dire à quelqu'un, on n'a pas besoin de dire, faut te coucher, on va mettre le sens là, il est là, baba. On n'a pas besoin. Ça là, on n'a même pas besoin. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin de dire ça. Parce qu'on a les preuves. Mais vous allez là, et puis depuis on a laissé ce pays là. Ah, Chanier de Banco là, on parle plus de ça, hein. On parle de marché d'Abobo qui est attaqué. Il n'y avait pas Chanier à la forêt de Banco. Mais il faut faire sortir l'élément de Chanier de la forêt de Banco. C'est ce que nous on cherche. C'est ça, nous on cherche. Vous êtes là, des blancs, ils acclament quelqu'un qu'on a confisqué un pouvoir, et on a confisqué un pouvoir pour lui. Jusqu'à présent, un président d'autres, c'est mon président, hein, mais ce qui se passe là, ce qui se passe quoi? Vous pensez que quelque chose peut se passer si lui, le meurtrier là n'a pas donné sa main, n'a pas donné son aval? C'est lui qui choisit ses ministres. Et une décision va sortir, une loi va être appliquée, et puis lui n'est pas au courant. Pourquoi vous êtes aussi naïf? Pourquoi vous êtes aussi naïf? Parce que ça fait mal. Moi, ça me fait mal de vous savoir. Non, de vous savoir con. Bon, les gars, je pense que ma vidéo là, elle était juste pour vous montrer, hein, à quoi ça sert l'Afrique, à quoi ça sert les guerres, à qui ça profite les guerres.
Vous comprenez? Même Ouattara lui-même là, Gueye lui-même là, c'est pas lui-même qui en profite. Il fait en profiter des gens. Il fait en profiter des gens. Donc vous qui le suivez là, il est dans sa maison puis il pleure lui-même. Parce que là, vous ne dormez pas avec lui. Ce qu'il vit dans son intimité, vous n'êtes pas avec lui. Mais vous l'encouragez dans la bêtise. Il a besoin que vous vous levez aussi. Vous vous levez pour dire c'est bon, il faut partir. Va, tu vas te répandre avec Dieu. Mais au contraire, vous l'encouragez dans la bêtise. Vous encouragez Soro Guillaume dans la bêtise. Hein? Bon, je pense que c'est à des hommes que j'ai parlé. On va s'attraper, big up. Je vous laisse suivre ce documentaire. Il a refusé de se taire. Paul Moreira, le journaliste français qui a dénoncé, par Théophile Kouamouo, Nouveau Courrier 921, jeudi 7 novembre 2013. Il faut rendre justice à ceux des hommes de médias français qui, témoins de la boucherie d'il y a 9 ans, ont choisi de dénoncer l'inacceptable. Paul Moreira, ancien de Canal+, est de ceux-là. Plus de 2 ans après, Paul Moreira, ancien rédacteur en chef et présentateur de l'émission 90 minutes de Canal+, qui avait édifié l'opinion française sur ce qui s'était passé sur les ponts et sur l'esplanade de l'Ivoire, a publié en 2007 un livre qui revient entre autres choses sur ces jours de feu. Le titre « Les nouvelles censures dans les coulisses de la manipulation de l'information ». Il a dénoncé l'amnésie organisée par les médias français sur le crime de guerre perpétré par les autorités de leur pays. Je cite: « En Côte d'Ivoire, pendant les émeutes de novembre 2004, l'armée française a tiré à balles réelles sur des manifestants civils. Des caméras vidéo ont tout filmé. Pourtant, cette bavure a été couverte par une immédiate et étonnante amnésie. Une amnésie audiovisuelle, écrivait Paul Moreira. À l'inverse des militaires, des politiques et des journalistes français aux ordres, Paul Moreira affirme clairement que le jeune Jean-Louis Koulibaly Kouassi et les autres ont été tués par les snipers qui se trouvaient au 6e étage de l'hôtel Ivoire. Ouvrez les guillemets. À 15 heures, les manifestants sont à moins de 2 mètres des blindés français. Certains jeunes s'amusent par défi à aller toucher le canon des chars. Ils sont acclamés. À la suite d'un mouvement de foule plus important que la caméra ne parvient pas à capter, l'ordre de tirer est donné. En 1 minute, les soldats français brûlent 2000 cartouches. De l'autre côté du dispositif, en surplomb d'un bâtiment, les caméras de télévision ivoirienne filment la scène. Des soldats, bien campés sur leurs jambes, tirent en rafale. Certains au-dessus des têtes, d'autres à tir tendu, le fusil au niveau de la poitrine. Ils tirent sans même la protection de leurs véhicules blindés qui sont rangés en rempart juste derrière eux. Apparemment, les soldats savent qu'ils ne risquent pas de riposte. Quand les tirs cessent, les caméras ivoiriennes continuent d'enregistrer. Les victimes, la terreur, la chair entamée par les balles, une main arrachée, les os brisés par le métal. « Qu'est-ce qu'on a fait à la France ?» hurle un homme. Une image choque particulièrement. Un corps sans tête, la boîte crânienne a explosé et la cervelle est répandue autour d'elle. Ça ne peut pas être une balle de fusil d'assaut FAMAS. Le calibre est trop mince. Un seul type de munition est capable de faire autant de dégâts. La 12,7 mm, de celle qui équipe certains fusils de sniper. Fin de citation. Les médias français étaient-ils sous-informés sur ce qui se tramait à Abidjan? Non, répond Paul Moreira. En France, le soir même, aux journaux télévisés, c'est le blackout. TF1 ne fera rien. France 2 relate l'incident avec une sorte de bouillie visuelle, bougée, floue, informe et de couleur, principalement verte, où l'on entend simplement les coups de feu à distance. Beaucoup plus tard, nous découvrirons que toutes les rédactions nationales avaient eu très vite en leur possession les images explicitées de la télévision ivoirienne. Que les journalistes français présents sur place avaient bel et bien enquêté. Dans les directions de l'information du service public, on ne diffuse rien. Je cite, par sens des responsabilités. À la notable exception de la chaîne info iTélé, les rédactions font le choix délibéré de ne pas montrer ces images. Paul Moreira compare l'indifférence des médias français face au massacre d'Abidjan au scandale des Algériens jetés dans la Seine le 17 octobre 1961. L'histoire bégaye. Depuis longtemps, je suis fasciné par l'amnésie collective autour d'un massacre commis en octobre 1961. 200 Algériens ont été tués, jetés à la Seine pour la plupart, sans que l'événement soit relaté, sans qu'il trouve une place dans notre mémoire. Certains de ces Algériens avaient été assassinés sur les grands boulevards, quasiment au pied des sièges des grands journaux parisiens. Ceux-ci avaient choisi de ne pas voir. Et voilà que sur les ponts de la lagune d'Abidjan, ça recommençait. J'étais pourtant convaincu de ne jamais plus assister à un octobre 1961. C'était bien avant la télévision de masse, les vidéos et les caméras légères. L'ORTF était aux ordres, totalement soumise à l'effort de guerre. À la sortie de ce livre, de nombreux médias ont essayé d'étouffer ces révélations pour amoindrir son impact. Il a été, ironie du sort, la victime des nouvelles censures qu'il dénonce. Certains comme VSD ont bloqué un papier sur le livre malgré l'enthousiasme qu'il avait suscité chez l'auteur de l'article. Télérama voulait un grand entretien pour l'hebdomadaire papier qui n'a finalement été publié que sur le site, sans qu'il soit fait mention du livre. Ils avaient pourtant demandé l'exclusivité. Le climat n'est pas à la méfiance.
Mon livre provoque plutôt de la gêne. Je n'assiste pas à un tir de barrage contre le bouquin, personne ne conteste les faits. Ce que je raconte est établi, je source, je donne des références officielles. C'est probablement le chapitre sur la Côte d'Ivoire qui pose problème. Ce qui expliquerait le manque d'enthousiasme des médias qui se sont contentés de la version officielle comme Libération par exemple, confie Paul Moreira dans une interview. Le pouvoir français a eu raison de l'émission 90 minutes qui dérangeait et faisait l'objet de beaucoup de pression. Elle a été supprimée de la grille de Canal+ sans grand bruit. Mais le livre de Paul Moreira, édition Robert Laffont, est là, et il continue de témoigner pour l'histoire. Postscriptum, réactualisation d'un article d'avril 2007.